Marcher, c'est l'une des premières choses que l'on apprend à faire après notre naissance. Marcher, c'est un geste tellement banal qu'on a tendance à oublier à quel point il est important dans nos vies. Marcher, c'est pour moi le moyen de se déplacer le plus pur, le plus simple et le plus beau. Salut, moi c'est Pierrot et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai voyagé à pied et en autonomie pendant un mois à travers le Japon pour découvrir ce pays. L'une des premières questions que m'ont posé mes proches quand j'ai commencé à parler de ce projet, c'était mais pourquoi le Japon? Eh bien en fait j'avais déjà voyagé dans ce pays en 2018 et j'avais vraiment adoré la gastronomie, la culture et l'atmosphère générale que j'avais pu y découvrir. Mais même si j'y ai quand même passé un mois, je me souviens qu'à mon retour j'avais un petit goût d'inachevé, comme une impression d'avoir à peine gratté à la surface de tout ce que ce pays a à offrir. J'étais aussi beaucoup resté en ville lors de ma première visite et j'avais un peu ce regret de ne pas suffisamment avoir exploré la campagne et les régions un peu plus reculées. L'autre question c'était pourquoi la marche et pas le vélo ou l'autostop par exemple? Eh bien en fait l'amour de la randonnée elle m'est venue depuis tout petit. Depuis que je pars marcher dans les montagnes de ma Suisse natale avec mes grands-parents et le reste de ma famille. Au fil du temps, c'est devenu une véritable passion. J'ai fait beaucoup de trekking dans les Andes, en Amérique du Sud, à des altitudes complètement folles, et aussi de nombreuses marches dans les Alpes en autonomie, c'est-à-dire avec ma tante et de quoi cuisiner. Il y a quelques années, j'ai notamment sorti une vidéo sur mon tour des Dents du Midi, une marche vraiment magnifique, et en 2023, j'ai effectué le tour du Mont Blanc en 8 jours, 162 km et plus de 10 000 mètres de dénivelé gravi. Et au final, toutes ces expériences m'ont donné envie de mixer tout ça avec ma passion du voyage. Partir découvrir un pays de la manière la plus simple et la plus libre possible en suivant uniquement l'avancée de mes pas. Le Japon, l'un des pays les plus sécurisés du monde, avec un énorme décalage culturel et où le camping est très développé, me semblait un choix tout trouvé. Il me suffit simplement de préparer mon sac, prendre mes billets d'avion et c'est parti pour l'aventure. Enfin presque. Avant de partir pour ma longue marche, il me faut quand même me préparer un minimum. Pour cela, j'ai décidé de rester à Tokyo durant 4 mois, déjà pour me préparer physiquement aux efforts qui m'attendent, et puis aussi pour prendre des cours de japonais, parce que je sais que l'anglais ne me sera pas d'une grande utilité une fois que je serai dans la campagne. Contrairement à beaucoup d'autres marches que j'ai pu faire, ici le but ce ne sera pas de faire des sommets et d'aller le plus haut possible, mais plutôt d'aller le plus loin possible. Bien sûr, il y aura aussi quelques obstacles à franchir, mais je sais que globalement ma route sera plutôt plate, et l'objectif c'est aussi de rester dans des zones habitées pour pouvoir rencontrer des Japonais et mieux comprendre leur quotidien. Mon idée de base, c'est de partir de la ville de Nagoya et de rejoindre le début du pèlerinage de Kumano-Koto. Kumano-Koto, c'est une marche de 5 jours réputé pour être l'un des plus beaux pèlerinages au monde. Ces routes étaient déjà utilisées dans le Japon féodal par les samouraïs et cela devrait terminer en beauté mon périple. Mon terrain de jeu entre ces deux points, c'est la péninsule de Kii, un endroit encore très sauvage et très campagnard où je trouverai autant les montagnes que l'océan. Je planifierai ma route au jour le jour et la seule contrainte de temps que j'ai, c'est qu'il me reste 2 mois sur mon visa japonais. Cela devrait être amplement suffisant et je ne m'interdis pas de pousser la marche un peu plus loin après Kumano-Koto s'il me reste encore de l'énergie. De mon côté, mes 4 mois à Tokyo sont passés à une vitesse folle et il est déjà temps de plier bagages et de partir à l'aventure. Après avoir laissé toutes mes affaires inutiles chez un ami à Tokyo, je pars avec le strict minimum. Mes affaires de camping, quelques habits et un peu de matériel d'hiver seront mes seules possessions pendant les semaines à venir. Les uniques dépenses que je devrais avoir seront la nourriture que j'achèterai au fil du chemin et les hôtels que je prendrai les jours où je veux me reposer. Après avoir fait mes adieux à ma vie tokyoïte, je saute dans un bus en direction de la ville de Nagoya où j'arrive en début d'après-midi. Je prends le temps d'aller explorer les quelques points d'intérêt de la ville et en fin de journée, je me dirige vers un spot de camping que j'avais repéré à l'avance. Le métro qui m'y emmène sera le dernier moyen de transport motorisé que je prendrai avant le début de ma marche. J'arrive sur place et la suite, c'est le commencement de mon plus grand projet de voyage.
Bon, bah ça y est, on y est dans la grande aventure. Du coup, je suis à Nagoya. Je viens d'arriver au premier endroit où je vais camper. C'est un petit parc qui est juste à côté d'un canal. Et j'ai de la chance, je vais pouvoir dormir sous les sakuras. Donc je me suis rendu compte aujourd'hui que c'était la première fois que j'allais dormir en ville en faisant du camping. Je crois que j'ai jamais fait ça avant. En vrai, je pense que ça devrait aller, mais j'ai quand même eu une ou deux petites inquiétudes en me disant qu'est-ce qui se passe si, j'en sais rien, il y a un mec bourré qui passe dans le parc. Voilà, il y a deux, trois petits quand même questionnements que je me pose, mais je suis convaincu que ça se passera très bien. Donc voilà, mais dans l'ensemble, je suis vraiment très très heureux de commencer enfin cette marche et ce trek que j'attendais de faire depuis longtemps au Japon. J'espère vraiment que je vais pouvoir rencontrer des gens sur la route, que je vais pouvoir parler japonais aussi, c'est un peu l'objectif. Et du coup là, je suis surtout excité plus qu'autre chose. Puis bon, le but pour l'instant, c'est de commencer assez tranquillement. Demain, j'ai prévu une journée de marche assez petite quand même. Je me dis que ça sert à rien de commencer trop vite et que surtout l'important, c'est de tenir sur la durée et pas juste sur les quelques premiers jours. Du coup voilà, là je me suis acheté à manger, je pense que je vais gentiment monter mon petit campement. Il y a encore des gens là qui pique-niquent autour de moi, qui font des barbecues entre amis, donc je pense que c'est vraiment un endroit qui doit être assez cool pour se poser. J'espère juste qu'ils vont pas rester toute la nuit. Et puis voilà, j'espère que cette première nuit va bien se passer. Et cette première nuit s'est très bien passée. Je pars aux aurores, j'évolue dans un environnement très urbain et pas très agréable le long des autoroutes. Mais bon, il faut bien sortir de la ville. Dans la deuxième partie de journée, j'arrive en périphérie où il commence à y avoir un peu plus de champs et de maisons plus rustiques. Je marche jusqu'à la ville de Kuwana et pour trouver un endroit où dormir, eh bien en fait je vais simplement sur Google Maps et je cherche un parc ou un coin d'herbe idéalement vers un cours d'eau. Voilà, là ça a l'air parfait. J'attends que le soleil se couche pour monter ma tente et repartir ensuite dès le petit matin. Ok, alors petit récap, on est au jour 2. Du coup, ce matin, je me suis réveillé vers 5h40, je crois. Et le temps que je prenne le petit déj et tout, je suis parti vers 7h30 de là où j'ai dormi. Du coup, j'ai commencé par sortir complètement... Oula, la crampe. Du coup, j'ai commencé par sortir complètement de Nagoya et de la grande ville. Et puis, je suis arrivé dans la campagne japonaise, là où j'ai marché un peu toute la journée. C'était vraiment un kiff parce qu'en vrai, ça faisait très longtemps que je m'imaginais ça dans la tête. Et puis là, je pouvais enfin le vivre. Donc, c'était trop bien de marcher comme ça à travers les champs et les petites maisons un peu délabrées de la campagne japonaise. C'était vraiment ce que j'attendais. Dans l'ensemble, la journée a été assez calme. Je pense que j'ai marché à peu près 6 heures. Il y avait pas mal de sakura sur le chemin, surtout le long des canals. C'est vraiment trop beau. J'ai aussi remarqué qu'il y avait souvent des tortues qui étaient dans les petits canaux le long des champs et c'est vraiment drôle à regarder. Et puis là je me suis arrêté, du coup c'est une petite ville mais toujours un peu campagne et je suis venu me poser dans un parc pour enfants mais qui est assez isolé, du coup je pense que je vais déranger personne pour planter ma tente ici. Donc voilà, première journée très satisfaisante, j'étais vraiment très content de enfin pouvoir marcher à travers le Japon, c'est vraiment un truc que j'attendais depuis longtemps. Pour l'instant j'ai pas vraiment encore rencontré de japonais, j'espère que ça va venir, mais c'est vrai que je sens que il faut que moi j'y aille, c'est pas eux qui vont venir vers moi. Il faut que j'ose aller parler japonais et rentrer en contact avec eux parce que ils me font beaucoup de sourires, il y a beaucoup de hochements de tête pour dire bonjour, mais je sens qu'ils s'attendent pas à ce que je parle japonais, du coup ils viennent pas vers moi en japonais pour me poser des questions et du coup ils parlent pas anglais non plus, donc c'est vraiment à moi de faire le premier pas, il faut que j'essaye ces prochains jours. Mais voilà, sinon je vais gentiment monter mon campement. Ça risque d'être une nuit très tranquille. Je suis vraiment dans un petit quartier où il n'y a que des petites maisons très chill. Puis demain, je pense que j'arriverai pas à faire l'étape que j'ai prévue d'un coup. Parce que j'ai quand même chopé, je pense, une ou deux ampoules sous le pied. Et puis j'ai une cheville qui tire un peu. Rien de très grave, je pense que c'est vraiment des petits ajustements qui doivent se faire sur les premiers jours. Mais je vais quand même faire attention à ça et pas forcer non plus trop sur les premiers jours. Donc on verra demain jusqu'à où je vais réussir à aller.
Là, je vais juste passer une bonne nuit de sommeil, bien me reposer. À demain. Sur les 3 jours qui suivent, j'ai marché en moyenne 8 heures par jour pour un total de 70 km. J'ai relié la ville de Kuwana à celle de Kameyama et j'ai continué à évoluer dans un environnement plutôt urbain. Arrivé à Kameyama, je m'octroie un jour de pause et à partir de là, je devrais entrer dans la zone montagneuse de la péninsule de Kii. Bon, alors je vous fais un petit débrief après 3 jours de marche. Là, je me suis trouvé un hôtel et je me suis posé dans un hôtel pour me reposer une journée. J'avais 2-3 trucs à faire au niveau administratif aussi, donc c'est bien que je me repose une journée. Et en plus, il pleut, donc c'était vraiment le jour parfait pour s'arrêter. J'ai donc pris un hôtel pour 2 nuits. Et avant de commencer le débrief, laissez-moi vous expliquer le truc un petit peu cocasse qui s'est passé. En fait, mon hôtel, je l'ai trouvé sur Booking et j'ai pas fait très attention au moment de passer la réservation, mais en fait, il s'agit d'un Love Hotel. En même temps, il s'appelle Coconut Chapel Hotel, donc j'aurais peut-être pu m'en douter rien qu'avec le nom. Et en gros, un Love Hotel au Japon, c'est un hôtel que vous pouvez louer à l'heure ou à la nuit. C'est là où les couples japonais viennent pour passer du bon temps ensemble. Et c'est aussi un endroit qui est utilisé pour faire des adultères par exemple. Tout est fait pour respecter au maximum l'anonymat des gens qui viennent ici. Par exemple, la porte d'entrée est pas à l'avant de l'hôtel, mais elle est sur les côtés. On peut y accéder directement depuis le parking. Et du coup, c'est vraiment fait pour que ce soit le plus discret possible. Alors moi, dans mon cas, j'ai pas fait gaffe en réservant l'hôtel. Mais au final, c'est un très bon endroit pour rester et me reposer pendant une journée. Parce que déjà, le prix est pas très cher. J'ai payé 4000 yens par nuit. Et puis aussi, pour être très honnête, il y a beaucoup plus de confort que dans une chambre d'hôtel traditionnelle. Bon, alors j'ai pas fait gaffe quand j'ai réservé mon hôtel que je prends là pour 2 nuits et je me suis retrouvé dans un Love Hotel. Donc on va faire un petit tour. Bon, je me suis déjà pas mal installé, hein, mais bon, le lit a l'air très confortable. Déjà, on peut commander du coup des tenues, c'est pas des filles, hein, c'est des petites tenues qu'on peut commander quand on est en couple. Il y a aussi tout un menu de bouffe qui est là-bas. Tout un menu de bouffe, donc on peut se faire livrer dans la chambre. Je vais vous montrer après comment ça arrive, c'est assez drôle. Voilà. Alors le petit truc que je viens de découvrir, c'est que juste sous la table de nuit, on a le petit god, qui du coup je vais pas utiliser, mais au moins il est là. Voilà, donc ensuite sinon dans la chambre on a une grande télé, il y a une machine à sous aussi, ça c'est assez drôle, je sais pas comment ça fonctionne mais il y a une machine à sous, la grande télé et juste en dessous on a du coup un petit distributeur qui est du coup un distributeur de capotes et autres petits accessoires, je sais pas exactement tout ce que c'est mais c'est tout pour du cul quoi. Et puis il y a un réfrigérateur et puis il y a aussi un micro-ondes et puis de quoi se faire du thé, du café, ça c'est sympa. DVD bien sûr. Voilà, et puis je vais vous montrer encore donc le petit sas d'entrée. Ça c'est assez drôle. Et puis du coup, ce que je voulais vous montrer, c'était du coup quand on commande à manger ou autre chose, tout arrive par ici. Et puis j'ai aussi du coup ma petite salle de bain avec la baignoire. Donc très confortable, je peux me faire mon petit bain chaud comme je veux. Et puis bon, les toilettes aussi, voilà. Voilà, donc en vrai, j'aurais même pas besoin de sortir de la chambre. J'ai tout ce qu'il me faut ici pour mon confort. Bon, je vais quand même sortir, hein, aller me dégourdir un peu les jambes, je dois aller faire ma lessive aussi. Voilà, donc c'est quand même une expérience assez cocasse et c'est pas du tout impossible que je reloue des chambres dans des love hotels les prochaines fois que je vais faire des pauses pendant ma marche parce que c'est vraiment très confortable. Et puis bon, ça fait aussi partie de l'aventure. Sinon, laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé avant hier, c'était complètement fou. D'abord, en commençant la journée, je suis tombé sur le bord de la route sur un japonais
qui lui aussi était en train de marcher à travers le pays. Et lui, il était en train de relier Kyoto à Tokyo. Donc c'était assez drôle, voilà, de croiser un collègue sur le bord de la route et puis on a discuté comme ça 5 minutes pour échanger un peu sur nos expériences. Ensuite, je me suis arrêté dans une petite ville pour manger et là, il y avait un festival et c'est trop bien parce que c'est vraiment ce que je cherchais, de tomber comme ça à l'improviste sur des événements où j'étais le seul touriste. Et là, il y avait des enfants qui faisaient partie d'espèces de fanfares mais à la japonaise, donc avec des tambours et tout, et qui faisaient des démonstrations devant tout le monde et j'étais vraiment en immersion totale. Ensuite, l'après-midi, j'ai continué à marcher jusqu'à un spot que j'avais repéré pour planter ma tente. C'était un endroit au bord d'une rivière où il y avait un terrain de baseball, un skatepark et un terrain de foot. Quand je suis arrivé, je me suis d'abord posé dans le terrain de baseball pour regarder, il y avait des jeunes qui s'entraînaient. Et puis après, j'ai voulu aller vers le terrain de foot pour poser ma tente parce que c'est là où il y avait les endroits les plus plats. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant parce que quand je suis arrivé au terrain de foot, j'ai commencé à avoir l'impression que en fait, les gens qui jouaient, ils étaient en train de parler espagnol entre eux. Alors moi, il faut savoir que je vois pas très bien de loin, donc j'arrivais pas vraiment à distinguer les visages de ces personnes. Mais en tendant un peu plus l'oreille, j'ai aussi remarqué qu'il y avait 3 mecs qui étaient posés sur le bord du terrain, avec une grosse glacière remplie de bière et d'autres boissons, et une de ces grandes enceintes sur roulettes qui crachait de la cumbia à fond. La cumbia, c'est un style de musique qui vient de Bolivie et du Pérou aussi, je crois. Donc là, je me suis dit, mais c'est sûr que c'est des latinos, il n'y a pas d'autre possibilité. Et je suis allé à leur rencontre pour en avoir le cœur net. Et effectivement, c'était tout un groupe de Péruviens et de Boliviens qui travaillent et habitent au Japon. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, je me suis retrouvé sur le bord du terrain à boire des bières avec eux et à discuter avec eux. C'était complètement surréaliste. Au début, je comprenais pas du tout ce qu'ils faisaient là, mais c'est le genre de situation que moi j'adore. En gros, ils avaient tous entre, on va dire, 40 et 50 ans et ils m'ont expliqué que c'était tous des enfants ou des petits-enfants de Japonais qui avaient émigré en Amérique du Sud après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour ça que eux avaient le droit de venir travailler au Japon grâce à cette descendance, mais ils m'ont bien expliqué qu'ils n'avaient pas du tout la nationalité japonaise, qu'ils n'étaient pas reconnus comme des Japonais, et que toute autre personne d'Amérique du Sud qui n'a pas cette descendance n'aurait pas le droit d'avoir un permis de travail pour venir travailler au Japon. Donc c'est une situation pour eux qui est assez étrange et qui ressemble pas vraiment à ce que nous on peut avoir chez nous en Europe par exemple. Pour la plupart, ça faisait 20 à 30 ans qu'ils habitaient au Japon, mais ils ont toujours gardé leur culture bolivienne ou péruvienne de là où ils ont grandi. Même après plusieurs dizaines d'années dans le pays, certains parlaient à peine japonais. Bref, après le match de foot, ils m'ont proposé d'aller manger dans un restaurant bolivien d'empanadas au plein milieu de la campagne japonaise, ce qui de nouveau pour moi était complètement surréaliste. Donc ils m'ont pris en voiture pour aller dans ce petit restaurant au milieu de nulle part. On a mangé des empanadas, ils m'ont aussi offert un caldo de pollo et on a continué à boire des coronas toute la soirée. Pour moi qui suis un grand amoureux de l'Amérique du Sud, ça m'a rendu un petit peu nostalgique et c'était complètement fou d'être presque transvasé là-bas le temps d'une soirée. On a fini par faire un karaoké en espagnol et puis il y avait un des mecs qui était là avec toute sa petite famille, ses 4 enfants, et il m'expliquait que ses enfants avaient aussi une situation très particulière, c'est-à-dire qu'ils sont nés au Japon, qu'ils ont fait toute leur école jusqu'à maintenant au Japon et qu'ils parlent japonais et espagnol, mais que eux aussi ne sont pas considérés comme japonais et ne seront jamais considérés comme des japonais. Le truc, c'est que n'ayant pas connu la Bolivie de leur père, ils ne sont non plus pas considérés comme des Boliviens là-bas. Alors je sais pas si ça leur pose vraiment des problèmes maintenant qu'ils sont enfants, mais je me dis quand même qu'en grandissant, ils vont au bout d'un moment devoir se créer leur propre identité et trouver qui ils sont au final. C'est vraiment des discussions que je m'attendais pas forcément à avoir, mais qui me font poser beaucoup de questions. Bref, cela étant dit, on a quand même bien rigolé aussi tous ensemble, et puis après, vers 21 h, ils m'ont ramené vers le terrain de foot où on s'était rencontrés, là où j'ai pu monter ma tente et passer la nuit. Ce qui nous amène à maintenant dans ce Love Hotel, et en vrai c'est trop bien parce qu'après seulement 3 jours de marche, il s'est déjà passé tellement de choses inattendues. Je pensais en apprendre plus sur les Japonais, et finalement j'ai rencontré des Boliviens et des Péruviens qui ont aussi leur réalité ici, et du coup j'attends juste avec impatience la suite du voyage. Après Kameyama, je rentre enfin dans le cœur de la péninsule de Kii, entouré par la nature et les montagnes. C'était de loin la partie la plus intense du voyage
et aussi sûrement celle que j'ai préférée. J'étais chaque jour émerveillé par les paysages et par toutes les petites curiosités sur lesquelles je tombais le long du chemin. J'ai passé comme ça 6 jours à explorer cette région. J'ai marché environ 150 km avec toujours une moyenne de 8 heures par jour. Et ouais, c'est aussi ça la vie de marcheur. Recharger les batteries. Bon, alors petit débrief sur ces derniers jours dans mon aventure à pied à travers le Japon. Ça fait à peu près 6 jours que je suis parti de Wakayama et globalement j'ai passé ces 6 jours à marcher à travers les montagnes. Donc pour reprendre les choses dans l'ordre, le premier jour j'ai pas beaucoup marché mais je me suis arrêté pour dormir au bord d'un lac de barrage que j'avais repéré à l'avance. C'était vraiment très très beau, on était en plein dans la semaine où les sakuras, donc les fleurs de cerisier, étaient en pleine explosion et du coup ça m'a donné des paysages complètement fous et on va pas se mentir, assez rare à observer. Et puis après, chaque jour, j'ai essayé de gravir une petite montagne ou un petit col et puis de redescendre de l'autre côté pour aller dormir dans la vallée d'après. Les montagnes là où je suis au Japon, elles sont pas très hautes, ça tourne autour de 600 et 800 mètres d'altitude, mais ça veut pas dire que les marches étaient faciles pour autant. En fait, moi pour faire mes routes, j'utilise l'application Maps.me, qui est du coup une alternative à Google Maps. Et ce qui est bien, c'est que Maps.me, quand vous lui demandez de faire un parcours à pied, il va toujours vous prioriser les chemins les plus pédestres possibles et éviter comme ça les
les routes où passent les voitures. Mais je me suis vite rendu compte que des fois c'était des chemins un petit peu trop pédestres. Ce que je veux dire par là, c'est que je me suis vite retrouvé sur des chemins qui étaient balisés, mais je pense pas très officiels. En fait, il y avait des bouts de scotch posés sur des arbres pour indiquer l'itinéraire, mais le chemin au sol était quasiment pas visible. Il faut aussi savoir que quand une montée monte comme ça, eh bien les Japonais, ils font leur chemin comme ça. Et du coup, ça m'est arrivé souvent de me retrouver sur des pentes ultra ardues qui étaient glissantes, parfois c'était même des pierriers. Enfin bref, je devais vraiment me concentrer sur chacun de mes pas parce que je pense qu'à certains endroits où je suis passé, si je tombais, je suis pas sûr que je me relevais. Donc au niveau aventure pure et dure, c'était top. Par contre, au niveau risque, je pense que je vais quand même essayer de faire un petit peu attention à ce genre de chemin parce que j'ai quand même envie de pouvoir rentrer à la maison. Et dans l'ensemble, j'ai quand même adoré les environnements dans lesquels j'ai évolué. Je suis passé dans des forêts mousseuses qui me faisaient beaucoup penser au décor du film Princesse Mononoke, pour ceux qui connaissent. Je suis tombé sur des temples perdus au plein milieu des montagnes, c'était féerique. Je suis aussi tombé sur quelques animaux. Il y a un petit serpent. Celui qui me faisait le plus peur ici au Japon, c'était bien sûr l'ours brun. Alors là où je suis actuellement, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'individus, mais il y a quand même un jour où j'ai cru en apercevoir de loin. J'ai vraiment cru que mon cœur allait s'arrêter, et en fait c'était juste quelques biches qui étaient en train de passer à travers la végétation. J'ai aussi vu bien sûr beaucoup d'oiseaux. À chaque fois que je m'arrête au bord d'un petit lac ou d'une petite mare, il y a des tortues. Et puis il y a même un jour où j'ai aperçu comme ça au loin un groupe de macaques sur un arbre. Et puis bien sûr sur la route, j'ai rencontré aussi plusieurs Japonais. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de soirée aussi mémorable que celle que j'ai passée avec les Péruviens et les Boliviens au tout début de l'aventure. Mais globalement, c'est assez drôle de voir les gens tout surpris de voir un mec comme moi se balader dans leur village. Ils sont toujours très bienveillants, on arrive à échanger quelques mots. Et puis ça arrive souvent qu'ils me fassent cadeau de ce qu'ils ont sous la main, ça peut être des boissons ou des bonbons par exemple. Enfin bref, je suis très content de ces derniers jours parce que je suis passé dans des endroits où, pour être très honnête, je pense qu'il y a peu d'étrangers comme moi qui ont déjà mis les pieds. J'ai l'impression d'avoir vécu des choses différentes vraiment tous les jours. Et sportivement, c'était très intense, mon corps commençait vraiment à fatiguer sur la fin et je sentais que j'avais besoin de prendre un peu de repos. Et heureusement, là je suis arrivé en bord de mer et j'ai pu me prendre un jour où je ne fais rien. Bon, il s'avère que ce jour-là, il pleut, donc c'est pas ouf, mais on fait avec. Et puis du coup, ces prochains jours, il devrait recommencer à faire beau et moi je vais continuer mon périple en longeant les côtes. Après les montagnes, voici donc l'océan. À partir de là, l'objectif sera de s'arrêter dans 2-3 petits villages pour profiter encore plus de tout ce que ce nouvel environnement a à m'offrir. Je m'arrêterai donc à Kumano et à Shingu, point de départ de mon objectif final, le pèlerinage de Kumano-Koto. Cette route m'aura fait parcourir près de 120 km, la majeure partie effectuée sous la pluie.
Alors, je suis arrivé dans la ville de Kumano, là j'ai pris un petit hôtel pour me reposer. C'est un hôtel de style japonais, donc j'ai une petite chambre avec un tatami au sol et je dors sur un futon. C'est assez cool comme expérience aussi pendant le trajet. Ces derniers jours, j'ai pas mal marché au bord de la plage, du coup, le long des côtes. Et puis bon, finalement, c'était pas la route la plus intéressante à faire de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant en tout cas. Alors c'est très beau, il y a vraiment des paysages comme ça qui sont magnifiques. Le Japon, c'est vraiment le pays des 1000 îles. Il y a plein de petites baies intérieures comme ça. Et du coup, ça donne l'impression que les petits villages de pêcheurs sont un peu cachés, ou en tout cas invisibles depuis l'océan. Donc voilà, forcément, c'est un Japon très différent de Tokyo par exemple. Là, on est vraiment dans ces petits villages où les gens vivent de la pêche. La moyenne d'âge des gens que je croise est quand même assez élevée, il y a très peu de jeunes. Et puis je pense que globalement les gens ont quand même moins d'argent et des conditions de vie moins confortables que dans les grandes villes. Alors moi je me sens un peu privilégié de pouvoir voyager dans ces endroits-là, mais du coup des fois je me sens un petit peu seul quand même parce que forcément du coup il n'y a aucun autre touriste et même les Japonais il y en a pas beaucoup et j'ai l'impression qu'ils sortent pas vraiment de chez eux. Ce que je veux dire par là c'est que je peux poser ma tente à peu près n'importe où et il n'y a personne qui va venir me voir pour me demander ce que je fais et je vais croiser très peu de monde globalement. Donc voilà, pour rencontrer des Japonais, ça rend la chose tout de suite aussi un peu beaucoup plus compliquée. Mais bon, j'apprécie toujours autant de pouvoir avancer comme ça à mon propre rythme et de pouvoir prendre le temps d'observer tous les magnifiques paysages que je peux voir. Là par contre, la zone dans laquelle j'étais, j'ai aussi expérimenté le fait de passer à travers beaucoup de tunnels. Ça permet forcément d'aller plus vite, mais j'avoue que c'est pas très agréable. Je pense que le plus long que j'ai fait, c'était un tunnel qui faisait 2,5 km, et d'avoir les voitures qui vous passent à côté comme ça, avec le bruit de l'écho, c'est vraiment très désagréable pour les oreilles. Après, de l'autre côté, dans les trucs plus positifs, j'ai aussi croisé quelques familles de singes sur la route, et ça c'était quand même très mignon. Donc voilà, là je vais me reposer de nouveau quelques jours dans ma chambre japonaise, et puis après on va partir pour une nouvelle étape sur Kumano-Koto, un pèlerinage à travers la forêt pour aller voir certains des temples les plus iconiques du Japon. Ça ce sera pour dans quelques jours, et en attendant, moi j'ai bien besoin d'une bonne sieste. Après Kumano, je continue donc mon chemin vers Shingu. La météo n'est vraiment pas clémente avec moi ces prochains jours et a tendance à atteindre mon moral. Avant de m'attaquer au fameux pèlerinage de Kumano-Koto, je reste donc quelques jours à Shingu pour explorer la ville. J'en profite pour déguster pas mal de spécialités régionales à base de poissons. J'ai également fait le plus bel onsen de mon voyage, caché au creux d'une falaise face à la mer. Et j'ai aussi eu la chance d'assister à la vente des thons sur le port par les pêcheurs pour les restaurants des grandes villes. Une fois le beau temps revenu, il est enfin temps pour moi d'entreprendre la partie finale de mon aventure, le pèlerinage de Kumano-Koto. Le départ du trek se fait à Nachi, où j'ai pris le temps de profiter de sa cascade et de son magnifique temple. Et puis me voilà lancé sur ces chemins qu'arpentaient déjà les moines et les samouraïs il y a des centaines d'années. Quand je me couche après le premier jour,
je commence à ressentir une gêne dans le bas de mon dos. Je décide quand même de poursuivre ma marche le lendemain, mais une fois arrivé, je dois me rendre à l'évidence. La douleur est devenue plus qu'inquiétante et je me vois forcé d'arrêter mon aventure sur la péninsule de Ki. Et non, ce n'est pas une blague, à seulement 3 jours de la réalisation de mon objectif, je me suis blessé dans le bas du dos. Alors c'est malheureusement pas la première fois que ça m'arrivait, j'ai déjà eu des problèmes à cet endroit-là. En fait, mes hanches se sont décalées, j'étais complètement tordu et il y avait des risques que mon nerf sciatique s'inflamme. Alors forcément, j'ai dû m'arrêter et prendre soin de moi. Heureusement, j'avais réussi à aller jusqu'à un camping en plein milieu du Kumano-Koto, mais du coup, c'était un peu au milieu de nulle part, il n'y avait rien à proximité, même pas de magasin pour acheter à manger. Le petit village le plus proche était à 20 minutes de marche et même ça me demandait un effort incroyable. Mais heureusement, les gérants du camping ont été extraordinaires avec moi. Ils m'ont libéré un lit dans une salle qui servait de débarras et m'ont permis de rester là aussi longtemps que je le voulais pour pouvoir me reposer. J'en profite pour les remercier ici parce que quand on se retrouve comme ça à l'autre bout du monde, seul et complètement impuissant, c'est vraiment très important de pouvoir se reposer sur d'autres personnes, même si c'est des inconnus. Et puis donc voilà, j'ai passé comme ça 2 jours à presque pas bouger de mon lit, juste faire des petites marches pour me dégourdir les jambes. Et puis le 3e jour, j'ai quand même pu prendre un bus pour aller à l'hôpital le plus proche. C'était quelque chose qui était vraiment très frustrant et que j'ai pas forcément réussi à accepter tout de suite, de m'arrêter comme ça, aussi proche de mon objectif. Surtout que le début du pèlerinage était incroyable et que dans la globalité, c'était quand même une aventure que je préparais depuis longtemps. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer cet accident, le poids de mon sac, une préparation pas suffisante ou juste mon corps qui est fragile à ce niveau-là. Mais par contre, ça n'enlève en rien le bonheur que j'ai ressenti en parcourant tous ces kilomètres à travers le Japon. Aujourd'hui, j'en garde vraiment que le positif. Dédicace aussi aux latinos avec qui j'ai passé une soirée au début de mon aventure. Je me souviens encore que quand on s'est quitté, ils m'ont demandé « S'il te plaît Pierre, ne nous oublie pas ». Et du coup, raconter leur histoire dans cette vidéo, c'est aussi une façon pour moi de leur rendre hommage. Bien sûr aussi, tous les Japonais que j'ai rencontrés, avec qui j'ai partagé une discussion ou qui m'ont offert un petit truc à boire ou à manger. C'est vraiment un sentiment unique de se retrouver comme ça dans un endroit où on n'a aucun repère et de pouvoir quand même compter sur la générosité humaine. Tout ça, et malgré la blessure, ça me donne bien sûr envie de continuer ce genre d'aventure. Je compte bien travailler pour renforcer mon dos et pouvoir bientôt repartir au Japon ou ailleurs dans le monde. D'ailleurs, en parlant du Japon, j'ai déjà sorti pas mal de vidéos sur mes 4 mois à Tokyo. Et puis là, après ma blessure, je me suis quand même arrêté une semaine à Wakayama, au sud d'Osaka, pour me soigner. Alors Wakayama, c'est une ville très sympa sans qu'il y ait énormément de choses à y faire. Mais il me restait quand même un mois sur mon visa japonais et j'étais bien décidé à ne pas laisser mon mal de dos gâcher la fin de mon voyage. Et ça tombe bien parce qu'il y avait une île à quelques heures de bateau de Wakayama qui attirait particulièrement mon attention. Vous l'aurez compris, il me reste donc encore une vidéo à sortir sur le Japon et cette fois-ci, je vous emmènerai à la découverte de l'île de Shikoku. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici dans la vidéo. J'espère vraiment que cette histoire vous a plu et qu'elle vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le Japon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour soutenir mon travail et m'aider à m'améliorer. Et puis du coup, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!